Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Microscope. Le ministre de la Justice français, Gérald Darmanin, est depuis hier dimanche en Algérie pour une visite de 2 jours. Comme vous le savez, les relations algéro-françaises sont au ralenti et peinent à se stabiliser. Cette visite du garde des Sceaux français, accompagnée d'une importante délégation dont de hauts magistrats français, est, selon le journal Libération, un nouveau pas pour le dégel entre Paris et Alger. Au menu de cette visite donc, le relancement de la coopération judiciaire et discussions autour de dossiers sensibles, selon le ministère de la Justice français. Mais selon la presse française, parmi ces dossiers sensibles, il y a l'expulsion des Algériens sous l'obligation de quitter le territoire français, les fameux OQTF, les biens mal acquis par des responsables algériens sur le sol français. A tout de suite. تقليص التأشيرات قضية سيادية كل الدول بما فيها احنا بشرط أنها تحترم اتفاقية إيفيان واتفاقية 1968 اللي تملي بعض الإجراءات وما تخلطنيش في دول أخرى. أنا دولة خاصة معك وفيه اتفاقيات اللي تربطنا أولا. ثانيا سي موسى درمانا بناها على كذبة كبيرة. Il n'y a jamais eu de 7000. Jamais eu. عمر فرنسا ما هدرت معنا على أكثر من 94. قائمة اللي C'était Tebboune il y a quelques mois au début de la crise entre l'Algérie et la France, mais depuis, Moussa Darmanin semble redevenir Gérald Darmanin. Regardez avec moi. استقبل اليوم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وقد حضر اللقاء إطارات من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية. بالمناسبة تم عقد جلسة محادثات ثنائية بحضور وفدي البلدين تم خلالها استعراض واقع التعاون الثنائي بين وزارتي عدل البلدين في المجالين القانوني والقضائي ودراسة سبل تعزيزهما. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحادثات الثنائية تليها ظهر اليوم جلسة عمل تضم القضاة المرافقين للوزير الضيف ونظراءهم الجزائريين للتباحث حول الملفات الثنائية ذات العلاقة بالتعاون القضائي. France-Algérie, la crise est-elle en train de s'apaiser est le titre de notre émission de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Maître Aïssa Rahmoun. Maître Aïssa Rahmoun, vous êtes avocat, secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation, Adel. Bonsoir aux téléspectateurs, à la régie et encore une fois, merci. Merci à toi. Et depuis Paris, par Zoom, nous rejoint Azouao Chmrouk, militant politique de la diaspora. Azouao, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Azouao? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
Bonsoir à Adel, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent actuellement. Bonsoir à toute l'équipe technique qui est derrière vous. Bonsoir à notre ami Aïssa Rahmoun. C'est un plaisir de partager cette émission avec lui. Et merci pour l'invitation, Adel. Merci. Aïssa Rahmoun, nous avons vu ensemble des vidéos. Moussa Darmanin redevient donc Gérald Darmanin. Est-ce que les intérêts des États sont aussi dépassables de cette manière, facilement surmontables, des situations surmontables comme ça, quand il s'agit des intérêts des États? En tout cas, c'est Moussa Darmanin ou Gérald Darmanin, c'est comme nous disons Al Hajj Moussa, Moussa Al Hajj. Ça ne change rien en termes d'appellation, mais ce qui change par contre, c'est les attitudes. Et on l'a vu justement, cette attitude belliqueuse quand il y avait le couac initié, enfin qui était là entre les deux pays, les deux États, des désaccords diplomatiques, des désaccords politiques. En tout cas, la crise était inédite. La crise était installée. Et là, donc, on s'aperçoit que les relations commencent à se renouer. D'ailleurs, il y avait eu, en l'espace de quelques mois, 3 visites de ministres français. Rappelons-le, celui de l'Intérieur, la déléguée au ministère de la Défense, et actuellement le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mais avant ça aussi, entre ces visites du gouvernement français, il y a eu à 2 reprises la visite de Ségolène Royal, qui est à la tête d'une association, et une association qui était fondée quand même en 1963, qui est une ancienne association, à 2 reprises. Sa visite en prison au profit de Christophe Glaise, la visite du MEDEF et autres. Et du coup, donc, c'est bien de renouer des relations diplomatiques avec la France, on va dire entre Alger et Paris, parce que ces relations, il faut le dire, que ces 2 pays partagent une histoire douloureuse, mais aussi une histoire entre les deux populations, partagent un présent. Actuellement, il y a pratiquement un tiers des familles, un tiers des Français partagent des relations avec des Algériens. C'est la première communauté présente en France, c'est la première diaspora en France et en Europe. Et aussi, pourquoi pas, construire des ponts d'avenir entre les sociétés, mais aussi entre les États. Après, le motif, effectivement, de la désescalade ou de cette visite, les enjeux, les demandes, les attentes des 2 États, on va voir ça dans les prochaines semaines et prochains mois et probablement les prochaines semaines. Il paraît que le président Tebboune vient de recevoir Gérald Darmanin en présence de l'ambassadeur de France à Alger, M. Stéphane Romaté. On va voir les photos ensemble. Merci. Un commentaire, Aïssa? Sur le plan de la forme, mais aussi de la posture. On a un chef d'État qui reçoit tous les Français qui viennent en Algérie, à la limite. Et recevoir un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice, une présidente d'association, le président du MEDEF. Mais en termes de posture, ce n'est pas très sérieux pour la diplomatie algérienne. Même si, dans la Constitution, le président de la République, chef d'État, c'est lui le premier responsable de l'orientation et de la diplomatie, de la politique étrangère du pays. Par contre, il s'agit de ministres qui ont des homologues. Il y a un travail bilatéral qui se fait entre les 2 homologues, c'est-à-dire que ce soit celui de l'Intérieur ou de la Justice, ils ont leur vis-à-vis en Algérie, il faut les laisser travailler. Je me pose la question, pourquoi à chaque fois le chef de l'État reçoit, y compris Ségolène Royal à 2 reprises? Je rappelle que Ségolène Royal est présidente de l'association d'amitié Algérie-France. D'une association, comme il y a des associations qui sont basées en Algérie ou bien dans la diaspora, qui font un travail de coopération avec d'autres associations. Est-ce qu'un ministre algérien à Paris ne serait pas reçu par le président Macron?
Bah, on annonce déjà, il y a des La- voix qui disent que le ministre de Non, c'est officiel. l'Intérieur algérien Ouais, va se rendre en France. Et là, donc, ça sera dans la semaine. voilà, ce que l'Algérie pourrait attendre de cette visite, c'est la réciprocité, qu'il soit reçu aussi par le président de la République française. Très bien. Azouaou, Gérald Darmanin est à Alger et avant lui, la ministre déléguée au ministère des Armées, Alice Ruffo. Et avant Alice Ruffo, c'était le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez. Est-ce que vous pensez que la relation algérienne avec la France reprend? Euh, oui, on peut dire que la relation entre l'Algérie et la France reprenne, on peut l'appeler comme ça, mais bon, est-ce que sur le fond, ça va changer grand-chose pour les intérêts du peuple algérien? Je ne le pense pas du tout, parce qu'en réalité, il faut qu'on le résume, là, cette relation, ce n'est pas à mon sens, hein, c'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis C'est 2024, le ministre de la Justice. c'est que, vous m'entendez, Adel? Je vous entends très bien. D'accord. Bah, je pense que, en fait, ce qui caractérise un peu, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est une crise un peu inédite, c'est du jamais vu. Donc là, je pense que le mois prochain, on va célébrer la deuxième année c'est-à-dire de l'absence d'un ambassadeur algérien en France. Donc ça fait 2 ans quand même qu'il n'y a pas d'ambassade, il y a plus d'ambassadeur algérien en France. Donc il y a ce caractère inédit. Mais je pense que ce n'est pas, à mon sens, hein, ce n'est pas un problème diplomatique ou une détérioration des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, mais beaucoup plus le régime de Tebboune qui a un problème avec la justice française. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nœud du problème ou le fond du problème de cette détérioration, c'est l'affaire Amir Dized. Il faut qu'on se le dise. C'est que je l'explique aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent actuellement, c'est que l'affaire Amir Dized, c'est qu'il y a une tentative de kidnapping et probablement d'assassinat selon la justice française de Amir Dized. Donc, en gros, si vous voulez, il y a eu une entreprise, une opération de kidnapping de Amir Dized par les autorités algériennes, par le pouvoir algérien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice française, parce que le lien est matériellement établi. Aujourd'hui, on détient en prison, en détention provisoire, un agent consulaire et deux mandats d'arrêt internationaux contre 2 hauts gradés des renseignements extérieurs algériens. Et apparemment, selon certaines informations, il y a 2 noms qui sont cités des hauts gradés, des hauts responsables des renseignements algériens, à savoir l'actuel chef des renseignements extérieurs, monsieur, en l'occurrence monsieur Moussaoui quelque chose, j'ai oublié son prénom, pardon, et Fethi Moussaoui, voilà, et l'ancien, son prédécesseur, Mohamed Jabbar, qui sont cités apparemment dans le dossier. Et quand on parle de ces hauts gradés, automatiquement, c'est l'implication du pouvoir algérien au plus haut sommet, notamment Abdelmajid Tebboune. Donc, à partir de là, c'est que le pouvoir algérien a essayé d'éteindre un peu cette affaire en demandant leurs homologues français justement de l'étouffer, mais ils ne peuvent pas, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'affaire de Amir Dized était entre les mains de la justice avant qu'elle soit entre les mains des renseignements français. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une tentative de kidnapping, donc il y a eu un échec de cette tentative. S'il n'y avait pas eu d'échec, peut-être qu'on aurait pu étouffer cette affaire. Mais comme il y a eu un échec, donc Amir Dized et son avocat ont déposé plainte au niveau de la justice et la justice s'est emparée de cette affaire d'une manière normale, c'est-à-dire qu'avant que les services secrets français, notamment la DGSI, s'emparent de cette affaire, c'était une affaire banale. C'est justement en enquêtant sur cette affaire qu'on a découvert que finalement l'affaire est beaucoup plus profonde et beaucoup plus dangereuse entre guillemets. Donc c'est pour ça que la DGSI
s'est emparé de cette affaire en compagnie, en collaborant avec la police judiciaire. Donc, en gros, si vous voulez, c'est-à-dire que l'affaire est en justice et donc elle est protégée par la justice française. Et malgré, je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments pour le confirmer ou le certifier, mais peut-être que le gouvernement... Mais Azouaou, l'affaire Amir Dized n'était pas à l'origine de ces... En fait, la crise a commencé bien avant cette affaire de Amir Dized. Il y avait les déclarations d'Emmanuel Macron sur la marocanité du Sahara. Alors ça coïncidait effectivement. Moi aussi, hein, j'étais comme vous, je croyais que c'était le fond du problème, c'est-à-dire que la marocanité du Sahara, c'était ça le problème. Mais en réalité, le pouvoir algérien trouvait ça comme alibi, comme prétexte, parce qu'en réalité, ça coïncidait. Parce que la tentative de kidnapping de Amir Dized, c'était en mois de avril, fin avril, mois de mai 2024. Et après l'enquête, donc quelques mois après l'enquête, on est arrivé, ça veut dire l'avancement dans l'enquête est arrivé jusqu'à impliquer certains fonctionnaires du consulat algérien. Et ça coïncidait parce que Emmanuel Macron avait reconnu, je crois, au mois de juin, mois de juillet, pardon, 2024, c'est-à-dire quelques mois après Amir Dized. Donc en gros, si vous voulez, ça coïncidait. Au même moment, d'ailleurs, je me demande si Emmanuel Macron n'avait pas profité, c'est-à-dire cette occasion-là, cette circonstance, pour reconnaître la marocanité, parce qu'il y avait un affaiblissement du pouvoir algérien du moment qu'il était impliqué dans cette affaire. Bien évidemment, nous, on ne le savait pas, parce que le commun du mortel comme nous ne le savait pas, mais je pense qu'Emmanuel Macron avait les informations à l'époque, voilà, puisque les enquêteurs de la DGSI, c'est-à-dire les services secrets français et la police judiciaire avaient tous les éléments. Donc d'ailleurs, je me demandais si ce n'était pas un élément qui avait poussé ou accéléré pousser Emmanuel Macron à ce qu'il décide la souveraineté de la marocanité. Donc à l'époque, je disais que, et aujourd'hui on le voit, c'est-à-dire que la relation est toujours détériorée. Quand on prend le parallèle avec l'Espagne, l'Espagne n'a pas changé d'un iota son point de vue ou sa position vis-à-vis de la marocanité du Sahara occidental. Y compris la France. Rien n'empêche l'Algérie à rétablir les relations avec l'Espagne. Donc, avec la France, qu'est-ce qui pourrait justement laisser à ce que les Algériens ou le pouvoir algérien ne changent pas d'avis, du moment que s'il a pu le faire avec l'Espagne et avec d'autres pays, pourquoi il ne le ferait pas avec la France? Je pense que c'est ça, parce qu'elle implique directement le pouvoir algérien et la justice française. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème avec la justice française, parce que je pense que le pouvoir français, c'est-à-dire le pouvoir politique, cette affaire était entre ses mains, il aurait peut-être essayé d'étouffer l'affaire, même si peut-être ils ne vont pas livrer les opposants algériens. Mais au moins, il aurait étouffé. Je finis juste là-dessus, Adel, si vous permettez. Il y a une chose, c'est-à-dire que l'intervention à la radio sur France Inter, je crois, du procureur antiterroriste français, il y a un mois de cela, donc en mettant en public l'affaire de Amir Dized en disant que c'est une affaire de terrorisme d'État, je pense que c'est une forme de protection de cette affaire des politiciens français, parce que la justice française a peur que ces politiciens français étouffent l'affaire pour des considérations diplomatiques ou je ne sais quoi. Donc, ils ont mis en public cette affaire pour la protéger. Merci Azouaou, reste avec nous. Aïssa, Azouaou nous a amené un petit peu dans le fond de la crise. Et nous, avant d'aller dans le fond de cette visite de Gérald Darmanin, aujourd'hui, 3 responsables se sont rendus l'un après l'autre en Algérie dans l'espoir, dans l'objectif est de renouer le bilatéral algéro-français. Un responsable algérien dirait que c'est la France qui a aujourd'hui plus besoin de l'Algérie. Et ce n'est pas le contraire. Écoutez, Saad, il faut partir de deux axes, de pistes d'analyse. Algérie-Europe
et Algérie, relations bilatérales avec les pays de l'Europe. Effectivement, après la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie, l'embargo économique, énergétique sur la Russie qui n'arrive plus à fournir l'Europe en termes d'énergie fossile. Il n'y a que le Danemark qui arrive à avoir des marchés, et puis c'est un pays européen qui est dans l'espace européen. L'Europe a besoin de l'Algérie. Les négociations qui se font en direction de l'Algérie peuvent se faire en termes d'institutions européennes, à travers la Commission européenne, à travers le Conseil et le Conseil de l'Europe, mais principalement la Commission européenne. D'ailleurs, l'Italie a Et presque d'autre part, pris voilà, la place voilà. de la France en Algérie. Tout à fait. Et d'autre part, quand ça coince, au niveau de ce type de négociation, il y a un autre mécanisme qui est de passer par d'autres États. Pour revenir à ce qu'a déclaré mon ami Azwaou Chmor, que je salue, c'est un plaisir d'être effectivement avec lui aujourd'hui. Souvenez-vous de l'épisode Mohamed Ben Abdallah et Ben Halima, qui étaient extradés d'Espagne vers l'Algérie. Maintenant, dans les faits, dans la procédure, ce n'était pas respecté. Parce que l'extradition de ces deux anciens militaires, opposants politiques ou pas, il s'agit d'humains qui risquaient beaucoup de choses en Algérie. La Convention de Genève de 1951 dispose qu'un pays qui a ratifié cette convention ne peut pas extrader une personne pour ses engagements politiques, sa religion, son ethnie, son orientation sexuelle, Et ils étaient demandeurs d'asile. etc. Ils étaient demandeurs d'asile. Donc l'Espagne a très vite réagi sur la procédure d'extradition, ce qui a coûté à l'Espagne, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, des rappels à l'ordre, mais aussi au niveau du Parlement, en Espagne, au niveau des élus, une interpellation du gouvernement. Pourquoi je dis ça? Pour arriver à l'épisode MRDZ. C'est l'un des épisodes, effectivement. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Mais c'est pas tout. Le fait de sanctionner des entreprises françaises. Vous savez que la France perd pratiquement 5 millions d'euros par mois. Et le chiffre, c'est ce qu'on a comme chiffre, mais les chiffres sont appelés à être revus à la hausse en termes d'exportation de blé vers l'Algérie. Et que le blé français est pratiquement c'est l'un des produits les mieux notés au monde. Ouais. L'Algérie a beau essayer d'importer le blé ukrainien, argentin ou d'ailleurs. D'ailleurs, en plus des 3 visites de responsables politiques en Algérie, il y a eu aussi la visite de Martin du MEDEF, oui, le président du MEDEF. Oui. Donc il y a les entreprises françaises qui sont sanctionnées avec la détérioration de ces relations. Il y a aussi la diplomatie. Il faut dire que Macron a... Il y a des familles algériennes qui ont été pénalisées aussi dans leur visa pour venir voir leurs enfants. Tout à fait. Des familles algériennes. De toute façon, c'est des relations qui sont massacrées de part et d'autre. Et la déclaration de Macron sur adoptant la logique marocaine par rapport au Sahara occidental était un élément déclencheur. Un élément déclencheur. Plus que ça, le fait que la justice française, parce que là, la justice en France, il faut le dire, elle est plus indépendante que la nôtre, que la justice algérienne. Quand il s'agit d'opérations d'OQTF, et on l'a vu, comment Rotailleux était humilié par le magistrat du tribunal de Melun par rapport à l'affaire de l'OQTF d'un youtubeur algérien, d'un influenceur qui n'arrêtait pas d'insulter les militants du Hirak, les opposants, les activistes de la société civile et des militants politiques. Il était renvoyé en Algérie. L'Algérie n'a pas accepté de le recevoir. Le tribunal administratif de Melun a annulé directement l'obligation de quitter le territoire.
Actuellement, est-ce que, et là l'exercice, le défi, il se pose à ce terme, Boualem Sansal était libéré, Tout à fait. un franco-algérien qui était très défendu par la droite et l'extrême droite française. Et la période où Boualem Sansal était en prison, c'était très tendu en fait entre les deux pays. Ça, c'est un premier élément. On va voir si Christophe Glaise sera libéré. Après, est-ce que, et là ça va devenir dangereux dans le cas où la France va extrader ceux qui ont la qualité de réfugiés politiques, qui ont la protection internationale. Ça va devenir une affaire de raison d'État contre la société civile, les opposants. Ça, Vous pensez que la justice française, réputée pour être une justice indépendante, c'est pas la justice, c'est l'État. Je parlais de l'État français. Mais est-ce que l'État peut substituer à la justice? Non. La justice, s'agissant de l'affaire de MRDZ, c'est dans la procédure, parce que l'affaire elle est pendante, elle est en instruction. On va voir l'issue de l'instruction. Est-ce que c'est un renvoi devant le juge de siège? Est-ce que c'est un non-lieu? On verra l'issue de la procédure. Mais je parle de ceux qui ont la qualité de réfugiés, qui ont la protection internationale. Je citerai Bouchouerb. Bouchouerb, je pense qu'il n'a pas de qualité de réfugié, il est résident. Je citerai Bouchouerb dans un autre cas de figure. Parce qu'en compagnie de Gérald Darmanin, il y avait des procureurs, le procureur financier. Et dans la coopération judiciaire, l'Algérie demande aussi à l'État français la restitution des biens mal acquis. Des biens mal acquis et l'extradition de ceux qui ont porté atteinte au trésor public algérien. C'est une demande légitime. Et à leur tête, Bouchouerb. On verra l'attitude de la France par rapport aussi à Bouchouerb. Donc pour le moment, est-ce que l'Algérie est gagnante diplomatiquement par la reprise des relations ou pas? On ne peut pas se prononcer, c'est le temps qui va nous dire. Donc la France a besoin de l'Algérie pour répondre à la question que j'ai posée auparavant. La France a besoin de l'Algérie et l'Algérie a besoin de la France. Et pourquoi c'est la France qui fait le pas avec 3 visites officielles de leur politique et la visite du président du MEDEF? Adel, la France, c'est un pays... civilisé? Non, c'est pas ça. Écoutez, en politique, il n'y a pas en diplomatie surtout, hein, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas de position figée. C'est l'intérêt du peuple qui prime. Et dans la Constitution française et même la Constitution algérienne, c'est dit clairement que le président de la République est garant et fait tout pour l'intérêt du peuple, que ce soit en Algérie ou en France. Après, l'intelligence et puis le comme on dit, la malice diplomatique veut qu'aujourd'hui la France, bien sûr, tend la main à Alger parce qu'elle a besoin des intérêts stratégiques qu'elle avait au préalable perdus. Merci Aïssa. Azwa, Gérald Darmanin, parlant de ses rencontres, ses réunions avec son homologue algérien, Lotfi Boudjema'a, il dit « Nous avons notamment abordé la question de la criminalité organisée, singulièrement la DZ Mafia, les biens mal acquis ou encore des dossiers individuels comme celui de Christophe Glaise. » Qu'est-ce qu'il voulait dire en fait par des dossiers individuels dont Christophe Glaise? Tout d'abord, est-ce que Christophe Glaise sera libéré? On avait dit qu'il sera libéré avec le pape, ça n'a pas été le cas. Et on avait dit encore qu'il sera libéré quelques jours après, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, Gérald Darmanin en parle aussi. Est-ce que, selon vous, il sera libéré aujourd'hui ou dans quelques jours? Alors, honnêtement, je ne suis pas dans le sérail, les secrets du sérail pour vous dire. Et encore, même si j'étais dans les secrets, j'étais un collaborateur proche de Tebboune, je ne ferai pas confiance à son humeur. Parce que si vous voulez, c'est un président c'est un chef d'État qui justement, sujet à des humeurs. Donc, il peut se réveiller le matin. S'il n'est pas bien, s'il ne s'est pas réveillé sur le bon pied, comme on dit, il peut décider le contraire, bien évidemment.
Donc, ce qui fait la différence entre. D'ailleurs, vous avez posé la question à notre ami Aïssa par rapport justement à ce qui guide les actions de tout un pays, de chaque pays. Évidemment, la France, elle est guidée, orientée beaucoup plus. Elle a le cap des intérêts du peuple français, des sociétés françaises. Donc, elle met tout en œuvre. Enfin, l'État français met tout en œuvre pour que justement arriver à ses fins. Bien évidemment, quand on voit la part de marché de l'Italie notamment qui profite de cette détérioration des relations pour grignoter des marchés des investissements en Algérie. Donc la France, elle doit tout faire pour arriver. Donc elle est guidée par là, alors, par les intérêts de la France et du peuple. Alors que le pouvoir algérien en contrepartie, il est guidé par ses propres intérêts. Je vous ai dit tout à l'heure, Tebboune a pris en otage tout un peuple, tous les intérêts d'un peuple pour ses désirs personnels, pour justement ses positions personnelles. Donc je pense que à l'avenir, donc vous parlez tout à l'heure des affaires personnelles. Tout dépend de ce que aurait proposé la France ou ce que aurait à donner la France, c'est-à-dire enfin le côté français par rapport à leur homologue algérien, dans le sens où l'affaire Amir Dized tient la part de Lyon, à mon avis. Bien évidemment, je suis en accord avec vous et avec Aïssa quand on dit qu'il n'y a pas que l'affaire Amir Dized dans les relations franco-algériennes, bien évidemment. Quand on part du côté français, bien évidemment, vous avez cité la Dized Mafia, les biens mal acquis, les problèmes ou les conflits individuels, comme vous l'avez cité tout à l'heure, notamment Christophe Guilez, parce qu'il ne voulait pas nommer l'affaire de Amir Dized et l'emprisonnement ou la détention du vice-consul, ou je ne sais pas quel poste il occupait le monsieur. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Honnêtement, je ne détiens pas la boule de cristal, mais quelque chose, à mon sens, qui pourrait me donner une lecture d'une bonne avancée des relations, c'est déjà l'arrivée des trois ministres. Vous avez le ministre des Affaires, de l'Intérieur qui est venu, et vous avez cité tout à l'heure la ministre déléguée aux armées, et aujourd'hui on voit le ministre de la Justice arriver. Quand même, c'est des visites de haut niveau. Donc, il faut se dire que avant ces visites de haut niveau, bien évidemment, il y a eu des visites, on va dire, moins supérieures. Donc, pour préparer justement ces visites. Et quand un ministre arrive, justement, en général, quand un ministre vient, c'est pour préparer une visite d'un président, c'est-à-dire beaucoup plus supérieur à un niveau supérieur, ou pour concrétiser des accords qui ont été déjà négociés à un niveau, à un échelon inférieur. Donc, et en plus, la visite de Darmanin, il a été précédée par des visites de directeurs centraux au niveau du ministère de la Justice. Je ne me rappelle plus de leur poste, mais il y a eu quand même des visites pour préparer justement cette visite de Darmanin. Donc la visite en elle-même, je pense qu'il y a eu un acquis. S'il n'y avait pas eu quelque chose de négocié ou d'acquis, je pense que Darmanin ne serait pas venu pour même voir aujourd'hui Tebboune. Évidemment, merci il y a un accord. Azouaou. Aïssa, gros dossier judiciaire, en fait, bien malaqué. Nous allons regarder ensemble Stéphane Romaté, ambassadeur de France à Alger, qui s'est exprimé hier au micro de nos confrères de Al24 News. Il y a un désir des deux chefs de l'État, du président Macron et du président Tebboune, d'accélérer la reprise du dialogue en confiance, en partenariat, en respect entre nos deux pays. Et de ce point de vue, les dossiers judiciaires sont extrêmement importants. Ils sont très sensibles, ils sont très complexes, ils sont très nombreux. Et le président Macron a souhaité que le garde des Sceaux, M. Darmanin, vienne très vite en Algérie
une semaine après la visite de la ministre déléguée aux armées. Vous connaissez aussi la relation particulière, personnelle, familiale que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a avec l'Algérie. Et il vient avec une très grosse délégation de magistrats de très haut niveau en France pour prendre tous ces dossiers judiciaires, justement pour avancer. Et nous espérons vraiment beaucoup de cette visite pour que ces dossiers judiciaires, dans le respect évidemment de l'indépendance des deux justices, c'est évident, mais puissent connaître des progrès très significatifs lors de cette visite. Évidemment, les dossiers que vous évoquez, le dossier des biens mal acquis, le dossier aussi des extraditions, le dossier de la criminalité organisée, ces dossiers seront au cœur des entretiens demain entre les deux ministres, entre les magistrats spécialisés. Le ministre français vient avec le procureur national financier, avec la procureure nationale chargée de la criminalité organisée, justement pour avoir ces discussions de justice à justice, pour avancer sur ce que vous avez évoqué, les biens mal acquis. C'est un dossier fondamental pour l'Algérie, nous en connaissons la sensibilité, et pour la lutte contre le narcotrafic, qui est un sujet majeur, et pour la France et pour l'Algérie. Aïssa Rahmoun, vous êtes avocat, nous sommes sur un plateau de télévision, on n'est pas sur les réseaux sociaux, donc les gens se demandent c'est quoi cette histoire d'extradition. Est-ce que c'est vrai, ils vont extrader, à l'exemple de Abdeslam Bouchouareb, des youtubeurs dont ils ont eu des mandats d'arrêt, en fait, il y a une large demande d'extradition de citoyens algériens sur le sol français. Ça va se passer comment en réalité, ces affaires d'extradition? Il s'agit d'extradition d'Algériens qui sont en France et d'extradition de Franco-Algériens qui sont en Algérie. À entendre les déclarations et le tweet sur X de Gérald Darmanin, il évoque le cas de la DZ Mafia. La DZ Mafia, tout à fait. Et selon la presse française, il y aurait des dirigeants, une dizaine en fait, des dirigeants de la DZ Mafia qui se sont réfugiés en Algérie. Il se peut qu'ils ne sont même pas des Algériens d'ailleurs. Il y a ceux qui le sont, ceux qui ne le sont pas. Mais la presse française dit que ces narcotrafiquants, ces barons de drogue, ont profité de la conjoncture de la crise entre l'Algérie et la France pour se relocaliser en Algérie. Et là, justement, donc ils disent aussi que la presse dit que c'est ceux qui sont actuellement en Algérie, qui sont relocalisés en Algérie, continuent à opérer à partir du pays. Maintenant, pour la procédure en elle-même, l'ambassadeur a dit que c'est une question de justice à justice. Non. C'est une question de justice à justice, certes, mais c'est aussi une question de défense, de respect de la procédure, que ce soit sur le plan procédural, mais aussi sur le fond. Et les questions souvent qui se posent à Interpol, mais aussi à la justice française, y compris la justice algérienne, quand il y a ce genre de dossier, est-ce que l'État est maîtrise d'un mandat d'arrêt international à respecter la procédure? D'abord, la procédure judiciaire. Tout à fait. Que ce soit devant la police judiciaire, que ce soit durant la présentation devant le parquet, chez le juge d'instruction, devant la chambre d'accusation en Algérie et la chambre d'accusation en France, mais aussi le jugement en lui-même. C'est-à-dire le dossier doit cocher toutes les cases. Ah oui, tout à fait. C'est des procédures qui prennent des années et des années. C'est des procédures qui prennent des années. Et pour vérifier la notice, le respect de la procédure quant à la notice, des avocats ont leur mot à dire sur le respect de la procédure, mais aussi sur le danger encouru par celui qui est visé par le mandat d'arrêt international. Est-ce qu'il y a des garanties d'un procès équitable à son retour? Est-ce qu'il y a des garanties de non-torture, qu'il ne sera pas soumis à des traitements inhumains? C'est ce que la justice française a invoqué en fait dans plusieurs cas. Notamment dans l'affaire de Bouchouareb. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pour cela que j'ai précisé au début que Bouchouareb n'était pas sous la protection internationale de la Convention de Genève, etc. Mais c'est un résident comme tous les autres sur le sol français.
Et là, donc, est-ce qu'il y a le risque encouru par le sujet dont le mandat a été émis, celui qui est demandé par les autorités? C'est tout ça que le juge doit contrôler, passer en revue et en état. Dans le cas d'espèce, et là, il faut voir le classement, les orientations et les directives de l'Union européenne, l'Algérie est un pays pas sûr. Contrairement à la Tunisie, le Maroc... L'Algérie est placée comme pays non sûr. Bien sûr. Quelles sont les garanties? Et là, ça se passe en France. Donc les avocats, ils vont crier au scandale. Ça se passe en France. C'est la justice française qui va trancher d'extrader ou pas, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des youtubeurs, des opposants, des activistes, etc., etc. Quelles sont les garanties? Et c'est une contradiction, c'est une des atteintes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur ce chapitre, je ne pense pas que la justice française va être aussi léger dans le traitement de ce genre de dossier quant à l'extradition, soit des hommes d'affaires, des opposants politiques et des youtubeurs. Après, maintenant en Algérie, l'Algérie aussi a cette tradition de ne pas extrader ses ressortissants. Tout à fait. Qu'il ait une seule nationalité algérienne, mais aussi qu'il soit binational, l'Algérie n'a pas cette tradition. Par contre, ils peuvent être jugés en Algérie, parce qu'ils sont de nationalité algérienne, et tout délit, toute infraction commise par un national sur le sol algérien ou en dehors du sol algérien, il pourrait être condamné, poursuivi et condamné devant la justice algérienne. Donc là, je pense, même s'il y a une délégation assez importante de juges qui ont accompagné Gérald Darmanin, est-ce que c'est pour briefer les magistrats algériens en disant « respectez la procédure » pour qu'on ait une décision, pour qu'on arrive devant des avocats, une défense où on va prononcer un jugement équitable, qui répond aux exigences internationales, le droit pénal international en la matière, qui est la procédure d'extradition, que ce soit devant la commission CCF d'Interpol ou devant la juridiction française. Est-ce que, et là ça serait très dangereux, est-ce que ça va être des arrangements d'État à État? Et là, c'est la raison d'État qui va encore l'emporter sur le droit, sur la procédure. Est-ce que l'État français peut exiger ou imposer à sa justice d'extrader un Algérien? Actuellement, elle ne peut pas, parce que les scandales, ils sont nombreux. Et on a vu, par exemple... Et dans tous ces dossiers, il y a aussi le dossier de l'agent consulaire qui est toujours tous les dossiers, sous mandat de dépôt en France. L'agent consulaire, les hommes d'affaires, les opposants, ceux qui sont sous le régime de la protection internationale, et j'évoque le cas du MAC et de Rachad, dont les cadres étaient condamnés à la peine capitale ou à la perpétuité, des mandats d'arrêt. On se souvient du bras droit de Farhat Mahni, le chef de file du MAC, qui était devant une juridiction française pour vider un mandat d'arrêt international et se voir probablement délivré, extradé en Algérie. Ben, la justice, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que la procédure n'étant pas respectée, les dangers encourus par l'homme ou la femme visé par le mandat d'arrêt international vont remettre en cause et les valeurs de la République française et les conventions internationales, mais aussi la colère des avocats et celle des magistrats, en cas d'injonction. Est-ce que vous ne pensez pas que notre confrère Christophe Glaise est pris en otage entre tous ces dossiers auxquels il n'a rien à voir? Maintenant, je dirais que l'État algérien, ils ont eu cette malice de décrocher de Christophe Glaise le renoncement au pouvoir en cassation. C'est-à-dire, s'il n'y aura pas une grâce présidentielle, Christophe Glaise va passer 7 ans. Il est condamné à purger sa peine. Il va purger sa peine. Est-ce que là, c'est un fil dans la négociation, dans la symphonie de la négociation? Je ne peux pas répondre. Très bien. Azouaou, justement, Stéphane Romaté a parlé aussi de discussions autour de biens mal acquis par des responsables algériens sur le sol français. Sinon, je ne crois pas qu'il y a des responsables français qui ont investi en Algérie.
Est-ce que vous pensez que cette procédure donnera ses fruits ou cette promesse en fait du président Tebboune, qui en a toujours fait un slogan, restituer l'argent dilapidé par la Issaba, restituer ses biens mal acquis par ses anciens collègues du gouvernement Bouteflika? Non, moi je pense pas à Adel. Je pense qu'il est dans une démarche beaucoup plus individuelle, beaucoup plus revancharde ou vindicative que dans une approche d'un homme d'État ou dans une. Je pense qu'il est en train de se venger de tout, c'est-à-dire, on va dire, ce qu'il appelle lui la SABA alors qu'il en faisait partie, de tout le clan le plus proche de Saïd Bouteflika. Parce il s'estime avoir été humilié par Saïd Bouteflika, par Ali Haddad, par Bouchouareb, par toute la compagnie, c'est-à-dire que les courtisans les plus proches de Saïd Bouteflika. Donc là, il est en train, je pense qu'il est dans une démarche un peu vindicative. C'est pour ça qu'il s'acharne beaucoup plus sur certains visages de l'ère Bouteflika que sur d'autres. On va prendre Ali Blaqser, Ghalib Blaqser, pardon. Ghalib Blaqser est justement est poursuivi par la justice algérienne pour justement des biens mal acquis. Mais on ne voit pas tout cet acharnement contre lui. Il y en a d'autres, hein, mais Abdeslam Bouchouel, comme il faisait partie des hommes les plus proches de Saïd Bouteflika, donc Tebboune, et là, je pense que là, on va rentrer dans la dimension personnelle pour un peu essayer de cerner Tebboune, qui est quand même une personne rancunière qui garde ça. Donc, il fait tout pour que Abdeslam Bouchouareb, notamment, soit extradé. Sauf que sur le dossier Abdeslam Bouchouareb, la justice française avait décidé, je ne sais pas si c'était en appel ou en cassation, je ne me rappelle pas, enfin, peut-être Aïssa le sait, avait décidé de la non-extradition justement pour des motifs de crainte de non-respect d'un jugement, d'un procès équitable. La justice française, je pense qu'elle sera intraitable là-dessus, parce qu'il faut rappeler, je disais tout à l'heure que moi, quand je dis que Tebboune a un problème, pas avec la France, où les relations se sont détériorées, pas avec la France autant qu'État ou autant que pays, mais beaucoup plus avec la justice française. Parce que Macron, justement, pour assouvir un peu les désirs de Tebboune, il avait envoyé, et ça c'est le journaliste, comment il s'appelle, le journaliste de l'ancien journaliste algérien qui est en France, bon, Mohamed Sifawi, voilà, il a rappelé que Macron avait envoyé un émissaire à la justice française, justement, au tribunal de Paris, au tribunal antiterroriste, pour un peu s'imprégner du dossier de Amel Dized. Et la justice française l'avait envoyé balader, l'émissaire Macron. C'est juste pour un peu savoir où en est le dossier, parce qu'à défaut d'intervenir, il n'a pas pu, Macron, intervenir, parce qu'il a peur pour son avenir. Rien que le dossier ou l'affaire Sarkozy, on est un parfait exemple de justement on va dire de l'émission de la politique dans la justice. Et aujourd'hui, Sarkozy paye justement ça. Donc, pas question pour le gouvernement français, les gouvernements français, de s'immiscer dans ce genre d'affaires, parce qu'ils savent très très bien que si demain, certainement, ils vont partir, si un nouveau gouvernement arrive au pouvoir, ils peuvent justement instrumentaliser ces affaires pour les poursuivre judiciairement. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la France se droitise, s'extrême droitise, demain, rien nous dit que le courant de Bruno Retailleau ou de la France ou de Rassemblement national n'arrivera pas au pouvoir. Donc, et on sait que l'hostilité qu'ont ces courants politiques envers l'Algérie, donc ils peuvent instrumentaliser ces dossiers pour condamner ou juger Emmanuel Macron s'il est amené à intervenir en faveur de Tebboune. Donc, pour revenir un peu sur, on va dire, sur les relations, moi, je reste persuadé que le leitmotiv de Tebboune, c'est plutôt
l'affaire Amir Dizet qui le touche personnellement. Après, c'est vrai qu'il y a ces affaires-là. On voit en plus, il s'acharne que sur certaines, et en plus, on va pas, c'est un secret de polichinelle. Tebboune, c'est un affairiste. Tebboune, il a tellement d'affaires, il n'est pas la personne la bien placée ou la mieux placée pour combattre la corruption. Et puis, quand on voit ses affaires, parce que lui, en réalité, il est impliqué dans certaines affaires. Je rappelle une affaire qui a été rappelée par Mohamed Sifawi, justement. Quand il était ministre délégué dans les années 91, ça lui a coûté justement son poste et la traversée du désert de 91 jusqu'à 99. Et justement, c'est un bien mal acquis ici en France. Il avait acheté un bar qu'il avait enregistré au nom de sa maîtresse, selon Mohamed Sifawi. Et cette affaire est arrivée aux oreilles de Mohamed Toufiq, qui était justement le chef des renseignements de l'époque. Et Mohamed Toufiq avait décidé, Mohamed Medine, avait décidé, où il avait demandé au chef de gouvernement de l'époque et au président de l'époque de le limoger, de limoger, parce qu'il avait une affaire, il avait acheté un café ici en France, et ce café, il l'avait acheté en contrepartie d'une concession qu'il avait cédée en Algérie à un Algérien qu'il avait. Donc, en gros, il avait échangé le café ici en France, qu'il a enregistré en nom de sa maîtresse, pour donner une concession. Merci Yazou, Voilà. merci. De rien. Merci, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste 1 minute. Un dernier mot, Aïssa Rahmoun, avant. Écoutez, il est temps pour le régime algérien et les autorités algériennes comprennent que seul un processus de réconciliation avec ses enfants, qu'ils soient des opposants politiques, qu'ils soient ceux qui sont en prison, ceux qui sont interdits aujourd'hui d'exercer, de faire de la politique en Algérie, d'exercer leur acte citoyen, de ces associations qui sont dissoutes, même de ces hommes d'affaires qui ont détourné l'argent des Algériens. Seule une réconciliation pourrait engager le pays dans un avenir meilleur. Sinon, après cela, qu'on reste sur la logique des poursuites judiciaires, de la vengeance, des textes et des lois scélérates, ça ne va pas arranger les choses. Et dommage de se donner comme ça en spectacle devant l'opinion internationale. Merci Aïssa Rahmoun. Je rappelle que vous êtes avocat et secrétaire général de la FIDH. Merci d'avoir été avec nous. Merci Yazou Chmrouk. Je rappelle que vous êtes militant politique de la diaspora. Merci d'avoir été avec nous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur le même plateau et à la même heure. Merci de nous avoir suivis.